Vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des fake news, de la désinformation à l'aune du rapport Bronner. On parlera également de l'élection présidentielle. Peut-on parler politique au bureau, notamment de l'élection présidentielle? Et enfin, on parlera de l'ouvrage Le Concorde Flyer, chronique d'un avocat international. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Ducoing, avocate chez Cornet Vincent Sécurel, pour évoquer les propositions du rapport Bronner. Pauline, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant d'évoquer le fameux rapport Bronner rendu le 11 janvier dernier, qu'est-ce que la désinformation ? Alors, la désinformation, c'est intéressant parce qu'en réalité, ça recoupe différents concepts qu'on a l'habitude d'entendre dans le langage courant sous le terme fake news, mais que la désinformation, en tout cas telle qu'elle est présentée dans le rapport Bronner, est la création et la diffusion d'une information fausse ou inexacte, parcellaire ou mal formée finalement, diffusée sur les réseaux avec une intention une mauvaise intention, c'est-à-dire une intention de tromper celui qui va recevoir cette information. En l'état actuel du droit positif, comment est-elle encadrée, cette désinformation ? Alors, en réalité, et c'est finalement une des choses que pointe le rapport Bronner, on a différentes dispositions dans l'arsenal législatif qui nous permettent déjà d'appréhender cette fake news, cette désinformation. D'abord par le principe qui est reconnu par bien sûr la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, qui est le principe de la liberté d'expression. Ce principe est un principe fondamental qui régit bien sûr notre société et les sociétés au niveau européen et mondial bien sûr, mais à différents degrés. Et ensuite, on a également dans la Déclaration des droits de l'homme, l'article 11 également qui prévoit la liberté de communiquer ses pensées, ses opinions, et donc finalement une définition un peu par la négative, c'est-à-dire que la limite de notre liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est un peu l'adage populaire qui veut ça. Mais donc, on a également dans cet arsenal législatif la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui encadre justement les limites de cette liberté d'expression et qui définit déjà dans son article 27 le fait de diffuser une nouvelle fausse au public avec le principe de la mauvaise foi qui sous-tend cette diffusion. On a également dans les dispositions législatives à notre disposition des textes plus particuliers, donc on pense par exemple en matière pénale à l'infraction imaginaire lorsqu'on dénonce des faits qui ne se sont pas passés. On pense dans les marchés financiers, la régulation des marchés financiers, les indications fausses qui sont fournies et qui sont également sanctionnées. On pense aussi au code électoral avec des nouveautés récentes qui ont intégré cette fausse information et cette volonté de tromper finalement l'usager, l'internaute dans le cadre et dans la volonté d'orienter ou de rendre différente l'issue d'un vote. Mais donc, on a quand même des choses qui sont déjà largement à notre disposition et qui permettent justement d'appréhender ces désinformations et ces fake news. Donc, on voit justement qu'il y a un corpus juridique extrêmement important. Que propose la commission Bronner ? Quel est le résultat de ce rapport ? Alors, ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est que finalement, la partie juridique n'est qu'un chapitre 5. Il y a avant ça 4 autres chapitres. Alors, on a un chapitre plus particulièrement intéressé sur les aspects sociaux, les aspects cognitifs de la prise en compte de ces désinformation, de ces fake news. On a également un chapitre 3 qui nous intéresse, enfin qui m'intéresse particulièrement, qui est sur la régulation des algorithmes. Et notamment, une des préconisations, c'est de mieux maîtriser finalement le schéma décisionnel des algorithmes qui vont permettre de promouvoir, alors d'abord de créer dans certains cas, mais surtout de les promouvoir lorsqu'elles sont déjà créées, ces fake news, et notamment sur les plateformes de diffusion massive, les réseaux sociaux. On a bien sûr dans le chapitre 5, donc les recommandations spécifiques dans le cadre des dispositions législatives, et notamment quelques faits marquants, la volonté donc de maintenir cet article 27 de la loi de 1881 comme finalement la ligne de mire de cette régulation des fake news, mais en renforçant les possibilités notamment pour les associations d'agir au titre de l'intérêt des gens qu'ils représentent dans le cadre des actions judiciaires. On a également la volonté d'introduire une responsabilité civile des influenceurs
dans la LCEN, donc la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et finalement de responsabiliser un peu tous les acteurs du secteur, à la fois les plateformes, mais on en reparlera aussi dans ce qu'il est possible de faire au niveau européen, et au niveau finalement interne, avec un principe de responsabilité civile, avec également des propositions qui sont faites sur comment calculer les dommages, le préjudice subi par celui qui serait victime de ces fake news et comment en demander réparation. Et donc ça, c'est parmi d'autres les préconisations qui sont faites pour modifier un peu l'arsenal législatif. Ensuite, il y a la volonté de créer une autorité administrative indépendante, ou en tout cas d'octroyer des prérogatives particulières à l'ARCOM, donc ex-CSA, qui est l'autorité de régulation de la communication et du numérique, en lui permettant en fait de pouvoir agir plus rapidement, parce qu'un constat qui est fait, et malheureusement contre lequel on peut pas vraiment s'opposer, c'est que la justice est un peu prend un temps certain, et donc des préconisations pour accélérer le mécanisme de prise en compte de ces désinformations et avoir finalement une réponse adaptée à la diffusion, c'est-à-dire une réponse rapide. Brièvement, est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens, ces propositions ? Ça va dans le bon sens dès lors qu'elles existent et qu'il y a des propositions. Après, il y a différentes problématiques que ça soulève, comme la limite de la compétence territoriale. Et donc, c'est vrai que ce qui nous intéresse également particulièrement, c'est les 2 propositions de règlement qui sont actuellement à l'étude au niveau de l'Union européenne. Donc, d'un côté, le Digital Services Act, qui a vocation à responsabiliser justement les acteurs du numérique en les catégorisant et en les responsabilisant à chaque niveau, et particulièrement les plateformes et les très grandes plateformes qui compile plus de 45 millions d'utilisateurs, et la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle qui, là, s'intéresse vraiment à la mécanique de création de l'intelligence artificielle, en fait, des algorithmes, et de comment est-ce que c'est nourri et comment on fabrique tous ces flux, on partage, les likes, etc. Exactement, et d'avoir finalement quelque chose d'un peu plus vertueux en prônant la compliance par l'entreprise, donc un peu ce qu'on connaît déjà parallèlement au RGPD, c'est un peu les mêmes mécanismes de dire prenez votre responsabilité et montrez-nous que ce que vous le faites correctement, et que, en tout cas, on a les moyens de vérifier, de contrôler, de voir ce que vous faites et comment vous le faites. On va conclure là-dessus. Merci Pauline Ducoing d'être venue sur notre plateau. Vous êtes toujours dans Lex Inside, je suis en compagnie d'Émilie Meridjen, associée chez Secri Valentin Serrouk. Émilie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, peut-on parler de l'élection présidentielle au bureau ? Eh oui, on peut parler de l'élection présidentielle. Les salariés ont tout à fait le droit, au titre de leur liberté d'expression, de parler des débats, des candidats, de leur opinion politique. Quels sont les devoirs de l'employeur en la matière ? Alors, l'employeur a effectivement un certain nombre de devoirs. Il n'a pas le droit, plus exactement, de tenir compte des opinions politiques de ses salariés dans toutes les mesures qui affectent l'emploi ou la carrière des salariés. Par exemple, il ne peut pas refuser d'embaucher un salarié parce qu'il ne partage pas ses opinions politiques, ou le sanctionner, ou lui refuser une promotion. Qu'en est-il pour le salarié ? Alors, le salarié, comme je vous le disais, il a le droit d'exprimer ses opinions et de parler de politique. Néanmoins, comme tout droit, il y a des limites, évidemment. Et la limite, comme en toute chose, c'est l'abus. Donc, le salarié a le droit de parler, mais on ne saurait que trop lui recommander de faire preuve de mesure, de ne pas avoir des propos qui puissent s'apparenter à du militantisme ou du prosélytisme. Ça, c'est par rapport à sa liberté d'expression. Par rapport à ses agissements, il ne peut pas non plus avoir des actions qui entrent en conflit avec ses obligations professionnelles. Il ne peut pas, par exemple, s'absenter de son bureau pour aller distribuer des tracts pendant ses heures de travail, ou utiliser la photocopieuse à côté de son bureau pour imprimer des tracts politiques. Ni distribuer des tracts, j'imagine, à ses collègues. Effectivement, c'est interdit. Est-ce qu'il y a justement des bonnes pratiques à recommander aux salariés ? Alors, oui, les bonnes pratiques, encore une fois, c'est la mesure, c'est ne pas faire preuve d'insistance, c'est ne pas empiéter sur son temps de travail dans des conversations politiques excessives. À l'approche des élections, là, on est encore un petit peu loin, mais c'est vrai qu'on peut être confronté à des gens qui, au lieu de travailler, s'enflamment sur des débats politiques.
je rappelle que la principale obligation du salarié, c'est de travailler et de fournir les heures pour lesquelles il est payé. Donc s'il passe ces heures-là à discuter politique, il pourrait être sanctionné. Alors, on vient d'évoquer les obligations. Qu'en est-il des risques pour un salarié qui ne respecterait pas tout ce que vous veniez d'évoquer juste à l'instant? Alors, les risques sont les risques classiques en droit du travail, c'est-à-dire un risque disciplinaire, et en fonction de la nature et de la gravité de la faute, il peut s'exposer à soit une sanction disciplinaire, soit même un licenciement. La jurisprudence a parfois reconnu des cas de licenciement pour faute grave de certains salariés sur ce terrain de l'expression politique. Et qu'en est-il d'un employeur qui serait un peu trop laxiste et qui se laisserait faire certains salariés du prosélytisme? Alors, pourquoi pas? Il pourrait tout à fait être interpellé par des salariés et il lui appartiendrait alors de recadrer le salarié qui se livrerait à des propos excessifs. Ça, c'est tout à fait effectivement envisageable. On va conclure là-dessus. Merci Émilie d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Avec plaisir. Vous êtes toujours dans Lex Inside et on va parler du Concorde Flyer, chronique d'un avocat international. C'est l'ouvrage d'Yves de Bahange qui est sur notre plateau, qui est publié aux éditions Vérone Éditions. Bonjour Yves. Bonjour. Alors pourquoi avez-vous décidé de revenir sur votre carrière et d'écrire ces chroniques d'un avocat international? Deux choses. D'abord, ce sont les amis. J'ai l'habitude de raconter des histoires, quelques épisodes de ma carrière. J'ai eu la chance de faire quelques voyages, traverser des pays exotiques, il m'arrivait de belles aventures. Et donc, ces amis m'ont suggéré, m'ont dit, mais tu devrais l'écrire, c'est intéressant. Peu de gens connaissent le métier d'avocat international. Et puis il y a le côté aussi professeur. J'ai enseigné toute ma vie. J'ai enseigné dans le secondaire pour financer mes études. J'ai ensuite enseigné à l'université, à l'école de formation du barreau. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'ouvrage sur le métier d'avocat international. On connaît bien le métier de pénaliste, mais beaucoup moins celui d'avocat d'affaires international. Donc, j'ai voulu transmettre ma passion pour ce métier aux jeunes avocats et aux étudiants en droit qui pourraient éventuellement embrasser cette carrière. Alors, pourquoi le Concorde Flyer? Le Concorde Flyer, c'est un sobriquet qui m'avait été donné par mes associés, avant tout, il se trouve que voyager en Concorde, c'était une sorte de privilège à l'époque. J'ai eu la chance d'avoir des clients assez généreux qui me faisaient voyager régulièrement à New York. L'expérience du Concorde, c'est une expérience pour ceux et celles qui ont eu la chance de voyager dans cet avion, une expérience extraordinaire. Le Concorde, c'est la France qui gagne. Il serait bon qu'il y ait quelque chose comme le Concorde aujourd'hui. On avait l'impression d'être à l'avant-garde. L'avion, les gens qui voyageaient dans cet avion, c'était souvent des gens connus, des hommes politiques, des grands industriels, donc on y faisait des rencontres intéressantes. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de donner ce titre à ce livre. Alors revenons à votre pratique d'avocat international. Vous avez dit que vous avez envie de raconter ce qu'était un avocat international. C'est quoi un avocat d'affaires international au quotidien? Alors mon épouse vous dirait, c'est quelqu'un qui se lève tôt, qui se couche tard, qui interrompt régulièrement ses vacances, qui a peu de week-end. C'est le côté, je dirais, le plus négatif, peut-être un petit peu exagéré, parce qu'on prend quand même des vacances, on prend aussi des week-ends. C'est beaucoup de pression, mais c'est un métier qui est passionnant parce que on est confronté à d'autres cultures, à d'autres systèmes de droit. On travaille en équipe avec des avocats avec des formations différentes. Moi, j'étais un avocat de civil law, j'ai beaucoup travaillé avec des avocats de common law, par exemple. On voyage
dans le réel, mais on voyage aussi souvent par le téléphone. Aujourd'hui, c'est la téléconférence. Mais la téléconférence, ça permet aussi de voyager parce qu'en face, sur l'écran, il y a des gens qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres cultures, une autre façon d'aborder les problèmes. Donc, je pense que malgré l'évolution actuelle, le fait que l'on voyage moins physiquement, le métier d'avocat international reste, de ce point de vue, un métier passionnant. Alors revenons peut-être sur des affaires emblématiques. Vous avez eu de beaux dossiers, comme on dit dans le milieu. Est-ce qu'il y a vraiment une affaire qui vous a particulièrement marqué pendant votre carrière? Écoutez, peut-être le plus emblématique, c'est le tunnel sous la Manche. J'ai eu la chance d'être l'avocat d'Eurotunnel. Nous étions chargés de négocier avec les réseaux de chemin de fer les contrats pour le passage des trains dans le lien fixe. C'était un dossier. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce dossier, on était très loin d'être sûr que le tunnel serait un jour construit. On était une très petite équipe chez Freshfields, nous étions une petite équipe, donc tout le monde avait été mis à contribution. Ça a été un travail de fou. On a travaillé le week-end, jour et nuit, ça a duré à peu près pendant 2 ans. Une pression énorme, mais passionnant parce que c'était complètement novateur. Les questions qui se posaient étaient des questions qui n'avaient jamais été vues. Le passage d'un train rapide dans un tunnel, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc, oui, c'est un dossier passionnant. Et alors, je dois dire une chose, c'est que quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de voyager sur Eurostar. Et j'ai pas pu m'empêcher, lors de mon premier voyage, d'éprouver un certain sentiment de fierté. On imagine. À notre modeste niveau, nous avions contribué à un événement historique. Tout à fait. On va conclure là-dessus. Merci Yves Demange d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.